Qui le souhaitent de nous écouter. On a encore un petit temps d'échange. On a on va dire une bonne heure. Une bonne heure. On a pris un peu de retard, mais c'est pas grave vu la qualité des communications qu'on a eues et puis des discussions. Et on a dit, enfin, je suis frustré qu'on n'ait pas pu aller plus loin dans les échanges. Mais bon, il y a encore donc une session que j'ai en plus la responsabilité d'animer. Et donc cette session, en fait, c'était dans le cadre des paradigmes du corps en mouvement. L'idée, c'était de réfléchir autour d'une épistémologie des corps transgressifs. Alors, une épistémologie des corps transgressifs, ça veut dire quoi? Eh bien, c'est un petit peu ce que je vais essayer de poser. Alors, je fais une petite introduction, puis après, Maud interviendra. Hein, donc, elle a préparé une intervention. Puis après, on aura avec Kay qui s'en va, mais qui va revenir. Et Yael, on va avoir une... Bah, vas-y, hein, c'est fait pour ça. Hein. On va plutôt se mettre juste après sous forme de débat. C'est-à-dire qu'on va plutôt intervenir à 4. Donc, Yael, Kay, Maud et moi, pour réfléchir à cette question, justement, de c'est quoi les connaissances, les savoirs qui sont produits par des corps transgressifs. Alors bien sûr, la question se pose de savoir qu'est-ce que c'est qu'un corps qui transgresse. Un corps qui transgresse par rapport à quoi? Mais aussi, ce que je vais essayer d'amener dans le débat, c'est de quel savoir avons-nous besoin pour transgresser les corps? Parce que finalement, on a vu depuis tout à l'heure qu'il y a un certain nombre de choses qui vont de soi. Il y a un certain nombre de choses qui sont marquées par la culture, sur laquelle on ne s'interroge pas et qui font que les corps coulent, coulent de façon fluide. Quand on parlait tout à l'heure de culture, il y a des choses qui vont de soi, et effectivement, là où ça va plus de soi, c'est dans la rencontre des cultures, où tout d'un coup on se dit, si je te tiens la main longtemps, moi ça me gêne en tant qu'occidental, alors que toi au contraire tu vas la garder parce que tu as l'impression que si je retire la main, je t'ai pas assez salué, donc tu vas... Et là, tout d'un coup on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que les codes sont différents. Alors, l'idée c'est que l'individu puisse construire un corps contre les codes dominants de la corporéité. Comment il constitue son savoir? Comment on fait pour se construire justement un corps? Comment on va détourner le savoir institué? Comment on va s'approprier le savoir académique aussi? Quelle technique de transformation de soi on produit, mais surtout à partir de quel savoir, de quelle connaissance? Alors, en ce qui me concerne, il y a deux axes qui me permettent de réfléchir à ces questions. Le premier axe sur lequel je dirais quelques mots concerne les modifications de l'apparence, sur lesquelles je travaille depuis un peu plus de 20 ans maintenant, ce qu'on appelle les body mods, les body modifications, c'est-à-dire les transformations de l'apparence qui sont majoritairement produites par des actes invasifs, à l'aide par exemple d'un poinçon pour le piercing, d'une lame pour les incisions, les scarifications, ou le tongue splitting, le fait de fendre une langue en deux, ou bien le feu pour ce qu'on appelle le branding, le fait de marquer, de porter des marques au fer ou au laser. Et puis l'autre axe, ce sont les modifications qui sont plutôt considérées comme des modifications identitaires, donc dans le cadre des transformations transidentitaires. Bon, ça, c'est déjà une interrogation à se poser, comment on les caractérise ces transformations. Et puis ce travail-là, alors sur les modifications de l'apparence, eh bien, je dirais juste quelques points pour situer cette émergence d'un savoir. Cette émergence des body mods, elle est récente. Elle se fait il y a, on va dire que la naissance du piercing en Occident, ou la renaissance du piercing en Occident, à partir du milieu des années 1970, donc il y a un peu plus de 40 ans. Pas plus, hein, c'est pas beaucoup. Hein. Quand on voit aujourd'hui les gens qui se promènent dans la rue, percés, des boutiques de piercing partout, mais il y a plus de 40 ans, il y a à peine plus de 40 ans, ça n'existe nulle part. Il n'y a pas de boutique de piercing. 75, la première boutique de piercing à Los Angeles par Jim Ward, le magasin Gauntlet, c'est la première boutique. C'est le premier moment où on va pouvoir échanger avec un professionnel qui va nous faire des trous pour nous placer des bijoux. Mais à des endroits non ordinaires. Ce n'est pas aux oreilles, c'est un peu partout, notamment sur des parties du corps que la morale demande à masquer. Puisque originellement, les pratiques qui tournent autour de la boutique de Jim Ward sont plutôt des pratiques à caractère érotique et ludique qui vont par exemple développer des piercings génitaux ou des piercings sur les seins. Donc c'est pas du tout encore sur quelque chose d'une construction ordinaire, normalisée de l'apparence. Bon, je passe, ça va basculer en Europe une vingtaine d'années plus tard, mais surtout, ce qui va se passer,
c'est que quand vont arriver ce que sont appelés les body mods, les body modifications, les transformations du corps enfin, qui sont plus invasives, qui vont utiliser le scalpel par exemple, qui vont introduire des pratiques comme les implants qui consistent à ou bien implanter des objets sous la peau pour faire des petites sculptures, ou bien des implants transdermiques qui consistent à placer des bijoux à travers la peau en ayant placé une plaque avec un petit pas de vis. Enfin bon. Donc tout ça, on va considérer que ça a un peu plus de 20 ans. Aujourd'hui, les procédures sont connues. Aujourd'hui, il existe des professionnels, que j'appelle des artisans de la chair, qui sont en mesure de réaliser un certain nombre de procédures. Or, il y a 20 ans, ça n'existait pas. Donc, il a fallu tout inventer. Il a fallu produire de nouvelles connaissances techniques. Il a fallu produire également, s'approprier des savoirs sur l'anatomie, sur la cicatrisation, sur les effets d'un corps étranger dans l'organisme, etc., etc. Donc, comment ça s'est constitué? Eh bien, d'abord, on peut s'apercevoir que la plupart de ceux qu'on appelle aujourd'hui les body modeurs, donc ceux qui vont dans ces pratiques, ont d'abord commencé à travailler sur eux-mêmes. Alors, mon langage est inclusif, hein, mais comme je parle essentiellement d'hommes, dans un premier temps, il n'y a pratiquement que des hommes qui font ces pratiques, qui sont acteurs de ces pratiques. Donc, ces body modeurs, d'abord, ils ont été leurs propres cobayes, que ce soit pour le piercing, pour la scarification. Et donc, c'est des choses qui ont permis, finalement, d'abord d'avoir une expérience de soi, de voir comment ça marche sur soi. Comment ça marche, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça produit, et pas seulement d'un point de vue théorique, mais qu'est-ce que je ressens en tant qu'acteur, par exemple, par rapport à la cicatrisation de tel type de procédure. Tout cela, ça va entraîner une incompréhension du monde médical. C'est-à-dire que ces pratiques qui ne servent à rien, le monde médical ne comprend pas qu'on puisse les produire sur soi. J'en dirai 2 mots tout à l'heure. Je trouve les mêmes réactions, il y a, allez, on va dire en 2000, donc pratiquement 20 ans, au tournant 98-2000, donc ouais, on est à 20 ans et maintenant, je trouve les mêmes réactions sur des choses qui sont aujourd'hui complètement banalisées, comme par exemple le piercing de la langue. C'est un piercing banal. Mais j'ai les mêmes réactions du monde médical sur le piercing de la langue il y a 20 ans qu'aujourd'hui, quand on parle à un médecin ou à un dentiste de tongue splitting, c'est-à-dire une langue fendue. C'est-à-dire que les pratiques ne sont pas les mêmes, mais la réaction est la même. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est comment c'est possible, pourquoi ils font ça, où elles font ça, et c'est pas possible en fait. Comment on peut imaginer? Donc en général, les médecins, quand ils voient par exemple une langue fendue, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent la recoudre. Là, on va vers on renormalise. C'est pas possible d'avoir une langue comme ça, c'est un accident, vous êtes coupé, vous êtes tombé en faisant... Non, je l'ai fait exprès. Et ça, en termes de représentation, c'est impensable. Donc on est bien là sur quelque chose qui pose une question, non seulement sur comment on fait, mais aussi qu'est-ce qu'on vise, et la métaphore du hacker, du body hacker qui a souvent été utilisée, je pense notamment par Lucas Spira qui a un petit peu théorisé ça au début des années 2000, mais la métaphore du hacker me paraissait intéressante parce que un hacker c'est d'abord quelqu'un qui a besoin de bien connaître le système pour pouvoir le pénétrer et ensuite le redistribuer, le rendre public, le rendre accessible à tous. Et utiliser ce système, non pas pour les pouvoirs et pour les dominants, mais pour le plus grand nombre. Donc le fait de penser le corps sous la forme penser le corps comme étant un système à pénétrer, à comprendre, pour pouvoir en faire ce qu'on veut ensuite, cette métaphore du hacker me paraît intéressante. Parce que le hacker en plus n'agit pas seul. Enfin, il peut agir seul, mais il a besoin d'une communauté aussi, d'intérêt et de partage. Alors, savoir couper, tailler, marquer la chair à des fins non thérapeutiques ou prophylactiques, c'est quelque chose qui va obliger, d'une certaine manière, à se mettre ensemble pour construire une communauté de connaissances. Alors, je pense à la scarification, par exemple. J'ai parlé de scarification des actions sur le corps non thérapeutiques ou prophylactiques. Je suis scarifié. Je suis scarifié depuis que j'ai 6 ans. Depuis qu'on m'a fait le BCG, je ne sais pas, dans la salle, il y a quelques anciens qui ont vu ça. Hein. Le BCG, j'ai 6 barres qui ont été faites par le médecin pour que je sois vacciné. Et puis j'ai une grosse pastille pour la rubéole ou la variole, je ne sais plus. C'est-à-dire qu'on était scarifié à des fins prophylactiques. Maud me montre, voilà, ça, également. Donc ça, vous voyez, et ça,
ça pose problème à aucun médecin qu'on le fasse parce que c'est comme ça qu'à l'époque on faisait le vaccin. Et si aujourd'hui je viens avec une scarification du même type que je me suis fait faire par un bodemodeur, le médecin va me demander mais pourquoi vous avez fait ça? C'est la même marque, mais enfin, ça serait peut-être mieux fait chez un bodemodeur que chez un médecin qui faisait ça, bon, un peu n'importe quoi. Donc, pour aller, je ne prends pas trop de temps, Maud, hein, je vais aller plus vite sur la suite. En fait, ça a amené à constituer une communauté d'acteurs. Une communauté d'acteurs qui ont été dans la nécessité de produire des connaissances nouvelles, d'expérimenter et de formaliser des procédures, et de les communiquer. Et les formaliser, alors ces acteurs, finalement, ils ont contribué à l'élaboration d'un savoir collectif. Pas un savoir grand public, mais un savoir collectif. Et ils ont contribué à ce que des gens comme Berger et Luckmann pourraient appeler, enfin on aurait appelé un stock social de connaissances, un nouveau stock de connaissances disponibles pour la communauté des acteurs et des actrices. Ce stock, par exemple, il a été constitué de façon remarquable par ce qu'on a appelé BME, Body Modification Design, qui était une base de données qui s'est créée en 1994, au tout début d'Internet, et qui a commencé à documenter tout ce qui se faisait avec un scalpel, avec un poinçon, un petit peu partout dans le monde, et c'est devenu progressivement une base de données pour les professionnels qui, à partir de 2000, donc 7 ans avant Facebook, s'était doté, toujours à partir du même créateur de BME qui était Shannon Larratt, qui était à Toronto, il a créé un réseau social qui s'appelait IAM. Et IAM, on pouvait y participer, on était coopté par d'autres bodemodeurs et on pouvait échanger entre la France, l'Allemagne, les États-Unis, le Canada sur ce qu'on faisait, sur comment ça marchait, sur les résultats de telle ou telle procédure, sur les effets secondaires de telle marque, etc., telle action. Bon. Et donc finalement, ça participe d'un bricolage collectif, dans un premier temps, un bricolage collectif qui va se transformer en savoir avéré, qui va permettre de transmettre finalement aux personnes qui le souhaitent un certain nombre de choses. Et finalement, ça renvoie à ce bricolage collectif, à ce que disait ce matin Jérôme Goffet quand il parlait du bricolage des prothèses. Ça, c'est très caractéristique. C'est-à-dire qu'on a des prothèses médicales qui sont produites par des médecins qui veulent réparer un corps, et puis à côté de ça, on a des acteurs et des actrices qui vont se bricoler leurs propres prothèses par rapport à leur projet personnel. Et je pense notamment à, j'ai oublié son nom, au batteur qui a perdu une main dans un accident et qui maintenant peut jouer avec 3 mains de la batterie. Alors dans un premier temps, il a une prothèse de base juste pour, avec la pince comme ça. Donc dans un premier temps, il se bricole lui tout seul sa prothèse pour pouvoir tenir une baguette et jouer, et puis il rencontre, et c'est là qui est intéressant, c'est la rencontre avec les techniciens, avec les prothésistes. Il va rencontrer des gens du MIT, donc le Massachusetts Institute of Technology, et ils vont commencer à produire une prothèse justement qui est connectée à son cerveau, qui lui permet de jouer, mais du coup il se dit, ben, tant qu'à faire, pourquoi pas, moi je peux commander avec mon cerveau, je peux commander 2 baguettes. Donc il a une main avec 2 baguettes. Et sa troisième main, enfin sa vraie main pas abîmée, et puis sa main abîmée, qui finalement n'est pas abîmée, mais elle joue avec 2 baguettes. Et par exemple, avec cette main, il va jouer double croche-croche, et là il va jouer sur la noire, et c'est lui qui commande, c'est pas automatique. Enfin, vous voyez l'enjeu en fait. Et du moment que les acteurs cherchent à se produire leur corps, ils vont inventer des tas de manières, technologiques ou pas, hormonales, pour arriver à produire ce corps. Alors, ce que je trouve intéressant dans l'exemple que j'ai pris chez Jérôme Goffet ce matin, et ça va être l'enchaînement que je vais faire avec Maud, c'est que tout d'un coup, on s'aperçoit qu'il peut y avoir une rencontre entre les acteurs qui vont ailleurs, qui développent d'autres pistes, et les professionnels traditionnels du monde de la santé, qui sont interrogés, qui vont chercher à répondre à ces interrogations. Et puis, eh bien, il y a d'autres corps transgressifs qui peinent à associer ou à être associés au savoir légitime. Ça, c'est un enjeu aussi qui a été posé au tout début par Yannick ce matin. Quand Yannick ce matin a interrogé, il se demandait comment partir des pratiques et des vécus. Comment partir des pratiques et des vécus en matière d'épistémologie du corps. Eh bien, ça, c'est un enjeu important qui a été abordé aussi quand on a parlé, je crois que c'est Nancy qui en parlait ce matin, tu parlais des patients experts. Aujourd'hui, les patients experts embêtent d'une certaine manière les autorités. Parce que les patients experts qui sont des groupes constitués
de familles qui ont parfois 30, 40 ans d'expérience, qui se transmettent aussi ces expériences par rapport à des groupes qui sont directement impliqués par la question. Et puis ces patients experts, quand ils sont face à des médecins, ils sont difficilement manipulables. Alors, il peut y avoir des stratégies de l'institution médicale qui consistent à récupérer ces patients experts, par exemple, dans l'élaboration de ce qu'on appelle aujourd'hui l'éducation thérapeutique, où on va éduquer, l'idée c'est d'éduquer les gens à leur propre thérapie, mais par rapport à des protocoles médicaux. Mais on s'aperçoit aujourd'hui que si on n'intègre pas les personnes, les protocoles, ça ne fonctionne pas. Et pourtant, malgré le souci d'associer les patients, il existe des communautés qui peuvent être en conflit ouvert avec les savoirs médicaux, les savoirs officiels, je pense notamment au savoir de la psychiatrie, au savoir de la chirurgie, avec une opposition d'autant plus forte que ce qu'on pourrait appeler ces patients experts s'instituent comme experts dans leur propre corps d'une part, mais s'instituent aussi en opposition avec le terme même d'être considéré comme patient, puisqu'ils réfutent l'idée d'être considéré ou d'être situé dans une pathologie. Et c'est là que je vais faire le lien, bien sûr, avec la question trans, puisqu'on a bien, depuis là aussi plusieurs années, un certain nombre de choses qui se sont élaborées du point de vue des luttes collectives, de la volonté de mettre au centre de la construction du corps le vécu, et dire le corps transgressif, le poser comme transgressif, tel que je l'ai fait, c'est encore se situer du côté de la norme, puisque je projette un corps transgressif. Bon. Donc ça veut dire que je me situe du côté de la norme. Et ces corps que je vois et que je dénote comme étant transgressifs, je les considère comme transgressifs parce qu'ils transgressent l'ordre établi, c'est-à-dire l'ordre auquel, par défaut, je suis assigné. C'est un peu d'ailleurs le travail de Foucault dans ce beau texte que tu as cité tout à l'heure. Au début, ce corps, j'y suis assigné, puis en fait, non, ce corps, en fait, je peux... C'est en lui-même une utopie. C'est ce qui me permet de sortir, c'est ce qui me permet d'aller ailleurs. Et donc, et je terminerai par là, Maud, ça pose aussi la question qu'on a abordée tout à l'heure sur la traduction, de la désignation, de comment dit-on les choses. On parle de transsexuels, historiquement. On parle de transgenres, on parle de personnes transidentitaires. Ben déjà, le simple fait de changer de terminologie, ça suppose une prise en compte, une évolution de la réflexion qui ne peut pas se faire sans la prise en compte des personnes. Bon, ça, on le sait. Hein. Et puis, je vais prendre un dernier exemple, c'est l'invention de termes pour dire le corps du point de vue, alors je vais dire, des transgresseurs ou des transgresseuses. Par exemple, l'invention du terme cisgenre. Tout d'un coup, quand tu es cisgenre et qu'on parle de cisgenre, tu dis mais quoi il parle? Vous connaissez ce terme cisgenre? Non, vous ne connaissez pas. Qui c'est qui explique? Ah, tu vois, non, bon, alors cisgenre, en fait, c'est un terme qui correspond, enfin qui a été, il y a une vingtaine d'années, 94-95, ça fait un peu plus. En fait, son usage, c'est-à-dire qu'il a été apparu un peu plus tôt, mais l'usage militant, enfin bon, ça je te laisserai répondre, tu es plus à l'aise que moi là-dessus. En fait, c'est un terme qui signifie simplement qu'il y a une adéquation entre le corps biologique et l'identité de genre. Voilà. Nous sommes quasiment tous des cisgenres qui s'ignorent. Comment on écrit CIS? CIS. Comme par exemple cisalpin, tu sais. Comment? Ça dépend si tu te sens dans cette catégorie. Non mais voilà, ce que je veux dire c'est que tout d'un coup, l'invention d'un terme pour désigner le groupe dominant, pour désigner le groupe justement qui va de soi, c'est ça aussi, il y a cette idée d'aller de soi. Parce que justement, Julia Serrano, quand elle écrit son manifeste d'une femme transsexuelle, je crois que c'est la traduction française, en fait elle parle de l'évidence cisgenre. C'est ce qui est évident. C'est tellement évident que justement, que dès qu'un corps sort de cette évidence, il devient problématique, socialement, individuellement, familialement, etc. etc. Donc voilà l'idée que je voulais développer sur cet enjeu de connaissance, cet enjeu y compris de produire des mots, qui nous amène à réfléchir à cette façon de finalement produire une nouvelle épistémologie qui ne peut pas s'affranchir des actrices et des acteurs qui sont au centre de ces transformations. Maud, donc Maud Dieuze-Thomas qui est avec nous, est co-créatrice de l'Observatoire international des transidentités. International ? Non, l'Observatoire des transidentités. Ouais.
Non, je confonds, j'étais sur la... Sur l'OI. Oui, exactement. J'étais sur la question des intersexes. Mais alors là, on est sur une présentation qui est au centre de l'engagement des personnes dans la définition de leur propre champ épistémologique. Donc, si tu veux bien enchaîner, je te laisse l'ordinateur.